La forêt de Bavière. Un rêve de nature et de calme, au cœur de paysages enchanteurs. La région attire de nombreux vacanciers. Mais la rencontre avec la nature peut parfois être violente. Ce cerf l'a échappé belle. D'autres n'ont pas cette chance et agonisent sous le couvert des arbres. Mais qu'elle soit accidentelle ou naturelle, la mort frappe tôt ou tard, si bien que la forêt recèle d'innombrables cadavres d'animaux. Alors pourquoi n'en voit-on quasiment jamais? Qu'advient-il de la dépouille de ce cerf? Dans le parc national de la forêt de Bavière, la décomposition de la matière organique joue un rôle essentiel. Pour l'heure, on ne sait pas grand-chose sur la façon dont la nature réintègre un cadavre dans le cycle de la vie. Mais la question fait aujourd'hui l'objet de plusieurs projets de recherche à travers le monde. En Allemagne, le spécialiste de la nécromasse animale, Christian von Hörmann, se consacre à la question macabre de savoir ce qui se passe après la mort. Ça m'intéresse depuis tout petit. Quand je tombais sur une souris ou un merle mort, il m'arrivait de les retourner pour voir ce qui se passait. Aujourd'hui, ça me permet de comprendre un tas de choses. Et ces phénomènes a priori répugnants ou mystérieux deviennent parfaitement explicables. Je pense que chacun devrait s'y intéresser puisque c'est notre avenir à tous. La mort a toujours le dernier mot. Ici, les chercheurs observent le phénomène de la décomposition cadavérique en pleine nature. La dépouille de cette biche rendra un dernier service à la science. Christian von Hörmann et son équipe la déposent dans un endroit tranquille pour voir qui parmi les habitants de cette forêt s'intéressera à ces restes. Ça va ou tu veux qu'on ralentisse? C'est bon. Attention, il y a des temps. Hier, j'ai été piqué dans le dos. Ils sont les premiers à appliquer. Allez, dégage, on n'a pas besoin de toi. Du coup, on a même chassé les mouches. Ici, c'est pas mal. On va la déposer dans ce creux. En dégageant un peu la tête. La densité du feuillage me paraît favorable. Oui, c'est bien. Je ramène la luge. Oui. La biche est livrée au bon vouloir de la forêt. Les chiffres sont très intéressants. Un cadavre de 30 kilos, par exemple, correspond à un siècle d'amendement des sols avec de l'engrais conventionnel. C'est énorme. Si on débarrassait les forêts de tout ça, on les priverait de cet apport de nutriments. En d'autres termes, cette biche de 80 kilos est une mine d'or pour la nature. Et elle ne passe pas longtemps inaperçue. Elles ont suivi le cortège funèbre depuis le début et sont donc les premières arrivées, les mouches vertes. Le cadavre satisfait tous leurs souhaits. Elles y voient surtout une pouponnière idéale pour leurs rejetons qui y trouveront un abri et un garde-manger bien remplis. D'une fécondité prodigieuse, les mouches ne couvent pas leurs œufs. Une fois pondus, ils sont abandonnés à leur sort. À défaut d'instinct maternel, elles misent tout sur une descendance nombreuse pour assurer la pérennité de leur espèce. Une stratégie très au point, puisqu'une mouche dépose environ 200 œufs par ponte. Dès le premier jour, la biche est couverte de dizaines de milliers d'œufs judicieusement placés. La bouche, le nez, les yeux, le rectum et les plaies
sont autant d'accès naturels à la nurserie qui abritera les larves. L'énorme quantité d'œufs et de larves constitue à son tour une proie facile pour d'autres insectes attirés par cette manne irrésistible. Des escadrons de guêpes inspectent le cadavre et s'emparent des œufs à peine pondus. Cette nourriture riche en protéines et de première fraîcheur est une aubaine pour ravitailler leur nid. Les fourmis des bois entendent elles aussi avoir leur part du butin. Insatiables, les guêpes ne se jettent pas seulement sur les œufs et la viande morte, elles s'attaquent aussi aux mouches pondeuses. Lors de ce repas funèbre, certains convives n'hésitent pas à s'entre-dévorer. En l'espace de quelques heures, les restes de la biche grouillent de vie. Le festin a commencé. La biche n'est pas morte pour rien. Livrée en pâture aux insectes, son cadavre réintègre le cycle biologique de la forêt de Bavière en fournissant quantité de nutriments à l'écosystème qui l'entoure. Fascinés par cet équilibre naturel, les scientifiques du parc national cherchent à en découvrir les mécanismes. Pour effectuer leurs observations, ils ont réparti des animaux morts dans toute la réserve naturelle. Déposés dans des habitats variés à différentes saisons, ces charognes attendent leurs visiteurs naturels sous l'œil discret de caméras, filmant de jour comme de nuit. Les images révèlent qu'un cadavre est un îlot de vie pour les nécrophages qui se pressent autour de lui. Pour percer tous les secrets du processus de décomposition, les scientifiques prélèvent des échantillons sur les zones d'observation avant de les analyser en laboratoire. Ça commence à sentir. Oui. Vu l'odeur, on va trouver encore plus d'asticots. Cette odeur douceâtre, c'est typique. L'équipe de chercheurs veut découvrir comment fonctionnent les organismes de décomposition, en quoi ils se distinguent d'un endroit à l'autre et dans quelle mesure ils influent sur la biodiversité locale. Ce cadavre de chevreuil est là depuis une semaine. En principe, il devrait être infesté d'asticots, mais on en voit à peine quelques-uns. La putréfaction a commencé. Les scarabées nécrophages sont déjà là. Il y a aussi quelques asticots. Les scientifiques relèvent des pièges à insectes. Le contenu livre de précieux indices sur l'évolution de la décomposition et les acteurs impliqués dans ce processus. C'est super important de les prélever tout de suite. Oui, oui. Et si tu regardes dans ton gobelet, tu verras plein de scarabées nécrophages. Les résultats de ces analyses viendront compléter le vaste puzzle du projet de recherche mené dans la forêt de Bavière. Je vais lui ouvrir la gueule. Oui, il en sort plein de Thanatophilus. Je viens de voir un asticot au 3e stade.
Ça veut dire que beaucoup ont déjà migré ailleurs. On les trouvera sous le chevreuil, à mon avis. Bon, je vais le soulever. Je parie qu'ils sont là parce que les asticots préfèrent l'ombre. Oui, regarde, les voilà. Et en masse. Alors qu'on croyait qu'il n'y en avait pas. Effectivement. Craignant la déshydratation et les prédateurs, les larves de mouches se sont réfugiées sous le cadavre. Rien qu'au toucher, on sent qu'il fait bien chaud ici. Oui, une étuve. Une caméra thermique le confirme. Le grouillement de tous ces petits asticots associés à l'activité bactérienne de la dégradation organique fait monter la température de la masse larvaire à plus de 40 degrés. Visible depuis le ciel, cette chaleur accélère considérablement la croissance des larves. Les scientifiques se sont attaqués à un puzzle d'une grande complexité qui réserve bien des surprises. Les processus de décomposition ne sont en effet jamais les mêmes. Ils diffèrent selon l'habitat, les conditions météorologiques et les types de charognards. Du côté français, des chercheurs lillois mènent une étude parallèle à celle de la forêt de Bavière dans un environnement fait de béton, de verre et de bitume. Qui peut bien être à l'affût d'un repas funèbre dans ce milieu? Nous l'avons déjà croisé, la mouche verte. Rien ne lui échappe. Très volatile, les gaz de putréfaction s'insinuent dans les moindres fissures et lui indiquent le chemin. En l'occurrence, ils conduisent à un mets de choix, la carcasse d'un porc. Les experts médico-légaux cherchent à perfectionner les techniques de datation de la mort grâce à cette expérience qui simule la dégradation d'un cadavre humain. Comme en forêt, les mouches sont en première ligne. Leur priorité, déposer un maximum d'œufs le plus vite possible. L'éclosion commence à peine 8 heures plus tard, donnant naissance à de petits asticots fragiles. Le professeur Damien Charabidze et sa collègue allemande Larissa Como photographient les différentes phases de colonisation par les insectes. Tu as déjà fait des prélèvements? Non. Les larves de mouches traversent plusieurs stades de développement, mais la durée de ce cycle varie en fonction des conditions ambiantes. La connaissance des facteurs extérieurs permet donc de dater le décès. Je suppose qu'il s'agit d'un mélange de plusieurs espèces. Ok. Ce sont les mêmes là-dedans? Je ne suis pas sûre. Ah. Non. Ce n'est pas évident. Il faut qu'on les apporte au labo. Elles sont impossibles à identifier à l'œil nu. Retour dans la forêt de Bavière, où les mouches ne sont pas les seules à savoir tirer le meilleur parti d'un cadavre. Des coléoptères d'un genre particulier leur font concurrence, les nécrophores. Comme la mouche, ce scarabée flaire l'objet de ses désirs de très loin et en suit la trace tambour battant. Son odorat le conduit droit au but, une souris morte. Pour lui, ce corps inerte représente bien plus qu'un cadavre. C'est le cocon de sa future famille. Le nécrophore examine sa nouvelle demeure sous toutes les coutures. Il fait le tour du propriétaire, de la tête aux pieds, de gauche à droite et de haut en bas. Il sait qu'il doit cacher sa trouvaille, faute de quoi ses congénères auront tôt fait de l'assiéger. Il fera cadeau de ce trésor à sa fiancée. C'est du moins son intention. Sauf qu'il n'est déjà plus le seul à convoiter cette propriété. D'autres mâles l'ont repéré.
une bataille générale éclate à la façon des coléoptères. C'est une lutte sans merci. Un combat où chacun est seul contre tous, déterminé à se battre jusqu'au bout. Car chacun poursuit le but ultime de sa vie, fonder une famille. Seul le vainqueur pourra le faire ici. Ces insectes détectent les odeurs cadavériques à des kilomètres à la ronde. Dotés de capteurs hypersensibles, leurs antennes sont capables d'isoler les molécules chimiques qui les conduisent droit sur la cible, momentanément transformée en arène de combat. Tous les coups sont permis. Antennes et pattes arrachées ne sont pas rares dans les combats de nécrophores. Leur issue peut même être mortelle. Cette fois, c'est l'intrus qui a vaincu. Il ne lui reste plus qu'à trouver une partenaire pour emménager. Bien sûr, la mort ne survient pas seulement dans le règne animal. Elle touche aussi les végétaux, dont la décomposition fournit des nutriments essentiels à d'autres êtres vivants. Dans le parc national de la forêt de Bavière, les premières études scientifiques sur la nécromasse en tant que source de vie portaient sur les plantes. Tout a commencé dans les années 1990, quand une invasion de scolytes a provoqué le dépérissement massif d'arbres et la mise à nu de vastes domaines forestiers. Les ravages ont façonné des paysages d'un caractère unique que les chercheurs exploitent aujourd'hui comme des laboratoires à ciel ouvert. L'administration du parc national a décidé de conserver des zones de bois mort. Préservées de toute intervention humaine, elles sont devenues le terrain d'une expérience à grande échelle. À l'inverse de la plupart de nos forêts, ces zones n'ont pas été exploitées depuis leur création et la nature y évolue selon ses propres règles depuis des décennies. Pour une fois, l'homme se contente de laisser faire. Depuis, plusieurs études sur le bois mort ont bousculé les postulats des sciences forestières. Une réorientation qui bénéficie aujourd'hui des travaux sur la dégradation cadavérique menés par Christian von Hermann. Pour le directeur du parc national Franz Leibel, il s'agit des deux faces d'une même médaille. La décomposition de la flore est aussi indispensable à la vie de la forêt que celle de la faune. Voilà un endroit où on voit très nettement que le bois mort joue un rôle crucial dans les forêts naturelles du parc. Ça ressemble beaucoup à mes cadavres. Les deux sont interdépendants. Oui, ici des organismes végétaux. C'est plus compliqué de les observer parce qu'ils se décomposent beaucoup moins vite qu'un animal. Et quand on y regarde de près, on voit bien que ce n'est pas tout à fait mort. On voit bien que la mort est utile à la vie qui renaît. Ce qui provoque la pourriture brune, on le voit très bien ici, c'est le polypore marginé. Ce champignon colonise de préférence les conifères. Il détruit la cellulose en épargnant la lignine, si bien que le tronc mort finit par prendre cette teinte rousse. On parle aussi de pourriture brune par opposition à la pourriture blanche. C'est tout léger. Oui, c'est déjà du bois en putréfaction. C'est une matière bénéfique à la litière parce qu'elle libère des nutriments. La forêt est tributaire de millions d'auxiliaires discrets qui mettent de l'ordre dans cet amas de matière morte. C'est un échange de bons procédés, car le bois mort est une source de vie pour une multitude d'organismes, comme les champignons, dont on recense plus de 2000 espèces différentes dans le parc national. Dans toutes les forêts du monde, les champignons sont les premiers acteurs de la décomposition. Il en existe plus de 5 millions d'espèces, soit 6 fois plus que les espèces végétales. Un grand nombre d'entre eux poussent sur le bois mort et s'infiltrent dans le cœur du tronc grâce à un réseau de filaments.
ce que nous voyons en surface n'est en général que leur appareil reproducteur. Certes, cela prendra du temps, mais ces champignons composés de mycélium tendre et fragile finiront par faire disparaître ces arbres morts pesant plusieurs tonnes. Un exploit qu'ils n'accomplissent pas tout seuls. Le règne animal compte lui aussi ses décomposeurs spécialisés. Cet insecte très particulier s'est déjà mis à l'ouvrage. Il mesure 4 cm et possède un étrange appendice abdominal dont la mission est essentielle. C'est un sirex géant. Ce bois mort offrira le gîte et le couvert à sa progéniture. Une fissure dans l'écorce lui permet d'introduire son redoutable outil, un long tube de ponte qui pénètre dans l'aubier telle une foreuse. Pour offrir un abri sûr à sa descendance, la femelle doit déposer ses œufs à près de 2 cm de profondeur. La ponte s'accompagne d'une injection de spores de champignons spécialisés dans la dégradation du bois. À leur éclosion, dans quelques semaines, les larves pourront se repaître de la nourriture prédigérée qui les entoure. Elles passeront jusqu'à 5 années à dévorer et à recycler le bois avant de se transformer en nymphes et d'émerger du tronc pour voler de leurs propres ailes. Pour un sirex géant, les forêts entretenues sont des déserts. En comparaison, le parc national de Bavière est un véritable Éden. Dans cette forêt rendue à la nature, l'insecte perpétue tranquillement son cycle de vie tout en transformant la matière morte en matière vivante. Retour à la ville. À l'Institut médico-légal de Lille, l'autopsie pratiquée par Damien Charabidze ne se limite pas à l'étude des larves de mouches. Regarde, voilà de nouveaux colonisateurs. Oh oui. Des dermestes du lard. Cool, ils sont déjà là. Des adultes et des larves. Pour identifier les organismes en présence et déterminer leur stade d'évolution, les scientifiques analysent des échantillons de chair morte au laboratoire médico-légal. Au cours des dernières décennies, l'étude de la colonisation d'un cadavre par les insectes est devenue un maillon essentiel dans les enquêtes criminelles. Au microscope, Damien Charabidze identifie les différentes espèces avec certitude. En principe, les larves de dermestes du lard apparaissent à un stade de décomposition avancé. Leur présence indique clairement que la mort remonte à un certain temps. Pour une estimation plus précise, il faut tenir compte des conditions environnementales, à commencer par la température. Si cette donnée est connue, les stades de développement des larves et des cocons permettent de calculer l'intervalle post-mortem et donc de dater le décès. Dans leur travail, les entomologistes médico-légaux vont de découverte en découverte. Les gaz de putréfaction ont également attiré de minuscules guêpes parasites. Elles s'attaquent aux nymphes de mouches en transperçant leur bouclier protecteur pour déposer leurs œufs à l'intérieur du cocon. Pour compléter ces investigations, Damien Charabidze ouvre un grand nombre de ces petites coques. Un travail de longue haleine qui requiert beaucoup d'habileté. Parfois, au lieu d'une mouche, il en sort jusqu'à 8 bébés guêpes, pas plus gros qu'une tête d'épingle. Car la mouche qui s'est nourrie de chair morte à l'état larvaire s'est elle-même transformée en nourriture pour les guêpes qui se chargent d'un deuxième recyclage des nutriments. Les observations de Damien Charabidze contribuent à améliorer les méthodes utilisées pour établir l'intervalle post-mortem ainsi que les causes et les circonstances de la mort. Des informations capitales en médecine légale. Les nécrophores des vastes forêts de Bavière sont eux aussi des spécialistes du recyclage. En remportant la bataille, ce mâle a conquis la souris morte.
À présent, il n'a plus de temps à perdre. Il doit trouver une partenaire. Pour l'attirer, il répand des phéromones en comprimant l'arrière de son abdomen. Plus loin, une femelle sonde l'air avec ses antennes. Entre coléoptères, la communication se fait essentiellement par les odeurs. Séduite par ce cocktail olfactif, elle décide d'en suivre la trace et débusque sans mal la souris morte où l'attend son prétendant. Trouvant le mâle et la demeure à son goût, elle accepte l'accouplement, réitéré près de 170 fois. La lune de miel ne s'achèvera qu'avec la naissance de leurs enfants, c'est-à-dire à l'éclosion des larves. En attendant, le jeune couple a du pain sur la planche. La souris doit être mise à l'abri d'autres amateurs, au plus vite. C'est un travail de titan. Les fossoyeurs coordonnent leurs efforts, notamment grâce à des signaux sonores, pour enfouir cette souris qui fait plusieurs fois leur poids. Petit à petit, le cadavre s'enfonce dans le tapis forestier. Jusqu'à disparaître complètement. Un peu plus loin, on s'agite fébrilement à la surface de la litière. Les fourmis des bois sont les spécialistes du tri et du rangement. Infatigables, elles sont en quelque sorte les éboueurs de la nature. Elles collectent des débris de bois pour construire leur nid, ramassent des graines pour remplir leur garde-manger et engrangent des œufs pour nourrir leur couvain. Des millions de fourmis travaillent de concert au service de la collectivité. Elles s'emploient même à recycler des cadavres de rongeurs, un défi de taille pour cette armée lilliputienne. Les mouches et leurs œufs ne sont pas tolérés sur leur butin. Les fourmis ont une force incroyable, puisqu'elles sont capables de porter 50 fois leur poids, mais une proie de la taille d'un rongeur doit d'abord être débitée. Et comme si cette besogne qui peut prendre des heures ne suffisait pas, il faut en même temps repousser les concurrents. Les intrus, tels que ce malheureux bousier, sont chassés sans ménagement. C'est un déploiement massif conduit dans l'urgence, car des prédateurs plus gros comme un renard ou une pie ne vont pas tarder à leur disputer cette proie. Pendant que la troupe des équarrisseurs s'échine à la tâche, d'autres ouvrières s'emparent de butins plus maniables. Le choix est vaste. Ce scarabée fait partie des nombreuses prises destinées à la fourmilière, véritable usine de reconditionnement. On comprend mieux pourquoi la forêt n'est pas jonchée d'animaux morts. Pour pister la mort, les scientifiques sont parfois contraints de prendre de la hauteur. Car la grande faucheuse ne connaît pas le vertige. Ici, à plus de 20 mètres du sol, d'autres animaux friands de viande morte tournoient dans les airs, tout leur sens aiguisé pour repérer des cadavres.
Dans l'espoir de recenser certains de ces charognards volants, les chercheurs du parc national ont installé un piège sur cet observatoire. En principe, les coléoptères nécrophages sont capables de monter à 20 mètres du sol. On va essayer de les attirer avec ce piège lumineux. Les nécrophores montent en spirale et leur vol est plutôt maladroit parce qu'ils s'orientent à l'odeur. Alors ils finissent par heurter les néons et tombent directement dans l'entonnoir. On a placé une souris au fond pour les appâter. Le crépuscule est le moment idéal pour les nécrophores, parce que c'est à ce moment-là qu'ils enterrent les rongeurs. Quand on voit par exemple une petite musaraigne en voie de putréfaction sur une piste cyclable, il arrive souvent qu'elle ait disparu le lendemain. C'est l'œuvre des nécrophores. Ils l'ont transportée ailleurs et enterrée. Ça sent déjà bien mauvais. Ils perçoivent l'odeur de charogne jusqu'à quelle distance? Jusqu'à 3 km, ce qui est une sacrée performance. Leur sensibilité aux oligosulfures est de l'ordre du picogramme. Ce sont des chaînes de soufre dégagées par les charognes, et donc aussi par cette souris. Bon, Christian, ça fait 2 heures qu'on observe ce saut. Il est temps de rentrer, non? C'est ça la science. C'est de la patience. Je te crois. Ah, j'ai vu quelque chose. Après de longues heures d'affût, le butin paraît bien maigre. Mais la preuve est là. Les scarabées nécrophages survolent la canopée comme des vautours faisant leur ronde. Cette découverte apporte une nouvelle pierre à l'édifice de la recherche sur la décomposition cadavérique et révèle où et comment ces insectes dépistent les odeurs de putréfaction. Vu d'en haut, il est très difficile de repérer la dépouille d'un animal au milieu de cette forêt vierge. Les scarabées nécrophages sont donc bien avisés de se fier à leur odorat. En l'espace de 2 semaines, la biche abandonnée en forêt par les scientifiques a beaucoup changé. Elle est devenue le paradis des coléoptères. La présence de certains d'entre eux peut surprendre. En principe, cette coccinelle n'a rien à faire ici. Contrairement aux charognards spécialisés qui l'entourent, elle ne se nourrit pas de viande morte. Tout comme les mouches, les coléoptères nécrophages colonisent aussi un cadavre pour s'y accoupler et y déposer leurs œufs. Quand les larves sortiront de leur cocon, elles n'auront qu'à se joindre au festin pour croître et s'épanouir. La coccinelle ne fait que passer, histoire de glaner des sels et des minéraux, tout en se régalant des acariens et des champignons microscopiques dont le cadavre foisonne. Mais la dilettante ne semble pas très à l'aise dans cette cohue. Heureusement pour elle, ses cousins nécrophages lui préfèrent la chair de biche et les larves de mouches sans défense qu'ils affectionnent particulièrement. Une escouade de guêpes affamées plane au-dessus de la mêlée. Des bataillons d'insectes ont pris possession de la biche. Dans la lutte acharnée pour l'accès au buffet, personne n'est en sécurité. Ils ont parcouru des kilomètres pour prendre part au festin et beaucoup d'entre eux y mourront, perpétuant un cycle sans fin. La mort d'un seul animal attire des milliers d'êtres vivants qui s'appliquent à recycler sa dépouille jusqu'à sa totale disparition. Mais que se passe-t-il quand beaucoup d'animaux périssent en même temps? Ce phénomène a été observé aux États-Unis. En 2016, des scientifiques de l'Université d'État du Mississippi ont déposé 3 tonnes de carcasses de porcs dans une forêt.
Des caméras ont enregistré leur mise à sac par une multitude d'animaux, allant des vautours aux coyotes, en passant bien sûr par les mouches. Une seule de ces larves recycle environ 2 grammes de viande putréfiée, de quoi entamer sa métamorphose. À ce moment-là, des millions d'asticots se déplacent ensemble pour se réfugier en lieu sûr. Ces tapis de larves destinés à tromper les prédateurs ont de quoi impressionner. Épais de 10 cm, celui-ci s'étend sur plusieurs mètres. En l'espace d'à peine une semaine, les carcasses sont presque entièrement dévorées et disséminées aux alentours. Les charognards rendent ainsi un fier service à leur écosystème. Ils réduisent en effet la quantité de liquide de putréfaction qui s'infiltre dans le sol. Sans leur intervention, ce cimetière à ciel ouvert deviendrait un désert écologique, car la terre incapable d'assimiler un tel concentré d'engrais mettrait des années à se régénérer. Les recherches menées dans la forêt de Bavière se penchent quant à elles sur des cadavres isolés. Le professeur Eric Benbow de l'Université d'État du Michigan est venu rendre visite à l'équipe de Christian von Hermann. L'étude de la décomposition cadavérique étant une science relativement récente, les échanges internationaux sont toujours enrichissants. Il n'y a pas eu de gros charognards, on dirait. Oui, c'est intéressant. Il y a des oiseaux charognards par ici, Oui, normalement, ça attire beaucoup de corbeaux. mais pas là, puisque les yeux sont intacts. C'est curieux qu'il n'y ait eu aucun gros charognard terrestre ou volant. C'est ce qui rend cette décomposition si intéressante. C'est une exception. Oui, absolument. Il y a des nuées de mouches, quelques coléoptères, et on a vu une partie de la masse larvaire. On devrait le soulever pour voir ce qu'il y a en dessous. Mais il y a vraiment beaucoup de mouches. Ça ira? Ah, voilà un nécrophore. Des nécrophores? Oh oui. Magnifique. Surtout des nécrophores Vespiloides. Oui. Je m'attendais à en trouver plus, mais on en voit quelques-uns là. Les guêpes sont déchaînées. Elles cherchent de jeunes larves et des œufs de mouche. Et lui, c'est quoi? Un nécrophore ensevelisseur. Il est plus gros que le Vespiloides. Je présume que l'abdomen est rempli d'asticots. Dans l'expérience qu'on a faite aux États-Unis, la carcasse entière d'un porc s'était transformée en magma grouillant d'asticots. Et leur tapis s'est déplacé sur 25 mètres. 25 mètres? 25 mètres dans la forêt, où il s'est dispersé dans toutes les directions. Les masses larvaires de ce type ont souvent ce comportement. En grandissant, les larves pénètrent dans le sol ou dans la mousse pour se protéger des prédateurs. Ça permet de comprendre comment les nutriments et les calories sont recyclés par les mouches et d'autres insectes avant d'être redistribués dans l'écosystème. Et on suppose que les génomes des microbes inhérents à la carcasse sont impliqués. C'est passionnant. Les recherches que vous menez ici sont extraordinaires. Les projets en cours dans la forêt de Bavière sont à l'avant-garde de la recherche mondiale sur la décomposition cadavérique. Dans le Michigan, Eric Benbow se concentre sur les réactions d'un écosystème face à l'apparition soudaine d'un surcroît de nutriments issus de dépouilles animales. Son étude actuelle porte sur des saumons. Introduits dans les grands lacs à la fin des années 1960, ils ont largement prospéré. Depuis, les poissons adultes remontent la rivière chaque année pour se reproduire sur leur site de frai et y mourir. Mais quelle est l'incidence d'une introduction d'espèces non indigènes sur l'environnement? Eric Benbow et sa collègue Ray McNish s'inquiètent des répercussions de cette hécatombe de saumons sur l'écosystème et étudie en particulier l'activité microbienne des sols. Les poissons charrient en effet les nutriments qu'ils ont absorbés dans le lac sur des kilomètres avant de s'échouer dans un périmètre restreint.
Mais les chercheurs craignent aussi que leurs cadavres ne contaminent les sols avec des substances polluantes, comme des métaux lourds et des microplastiques. Tu vois, les yeux ont disparu. Et tout ça, ce sont des décolorations. Oui. Les biologistes ont déposé des saumons sur cette berge il y a une semaine et il est temps d'effectuer des prélèvements. Ok. Bien. Donc ça, c'est 5 F femelles et 5 F mâles. Oui. Sur le premier, on fait juste un prélèvement pour les microbes. Et sur le mâle, on en fait 2. Un pour les microbes et un autre pour les microplastiques. Je l'ai fait dans la gueule parce que c'est une cavité fermée, et aussi sur les branchies où ça pullule de microbes. Une vague de froid a ralenti la décomposition et retenu les mouches de se mettre à l'œuvre. Mais des signes indiquent que d'autres animaux sont venus se servir. Il a été traîné jusque-là. Les chercheurs prélèvent aussi des échantillons de terre sous les poissons. Ouh, c'est tout visqueux. Je te crois. Ah ouais, il est bien mûr. C'est du beau mucus. Oui, tant mieux. Absolument. Je vais prendre ça. De toute façon, mes gants sont déjà pleins de mucus. Non loin de là, ils découvrent les traces récentes de charognards. Des ours peut-être? Hé, regarde ça. Du poisson frais. Il doit dater de ce matin. On a du mal à voir l'empreinte des dents qui l'ont décapité. C'est vrai. La tête a dû être arrachée, non? En tout cas, c'est tout frais. Les yeux sont brillants. Il n'est pas là depuis longtemps. Et la peau paraît fraîche aussi. Ouais. Le corps ne doit pas être loin. C'était peut-être un ours. C'est probable, car les ours sont connus pour raffoler du saumon. Au laboratoire, on vérifie si les poissons contiennent des substances toxiques. Si c'est le cas, les ours et d'autres prédateurs pourraient les introduire dans la chaîne alimentaire de la vie sauvage. Leurs analyses visent principalement à détecter la présence de plastique. 62, 60, 65. Le microplastique est un sujet brûlant. Ray McNish en a déjà trouvé en quantités importantes dans d'autres organismes aquatiques. Voilà, j'y suis. Les saumons pourraient s'avérer porteurs et propagateurs de microplastiques et d'autres substances nocives. Ça en fait des œufs. Sont-ils un vecteur de pollution dans la nature préservée du Michigan? Pour en avoir le cœur net, l'appareil digestif est examiné de près. C'est un gros foie. Oui, effectivement. Je dois faire très attention. C'est prêt. D'après eux, le microplastique issu des déchets rejetés dans les grands lacs s'accumulerait dans les intestins. Après l'avoir ingéré, les saumons le transporteraient jusqu'à leur site de frai, où ils le déposeraient en mourant, polluant ainsi un écosystème jusqu'alors indemne de plastique. Pour les biologistes, il s'agit de mesurer l'impact environnemental de ce phénomène. Car une fois que les particules toxiques libérées par la putréfaction sont entrées dans la chaîne alimentaire, elles circulent pour toujours dans le cycle perpétuel de la nature. Les processus de décomposition se déroulent bien souvent dans l'ombre. Dans la forêt de Bavière, le couple de nécrophores a caché la souris et la prépare pour en faire son nid. Les larves de mouches n'ont rien à faire sous son toit. Les squatteurs sont expulsés et la maison est nettoyée de fond en comble. Après avoir retiré les poils du rongeur, les coléoptères enduisent ce qui reste du cadavre d'une sécrétion antibactérienne qui préserve la fraîcheur de la viande et chasse du même coup les mauvaises odeurs. Pendant que les parents aménagent le foyer, les œufs commencent à se développer. La mère les a déposés un peu en retrait.
Au bout de 5 jours environ, les petites larves éclosent. Guidées par des traces olfactives, elles se dirigent immédiatement vers le nid parental. Arrivées à bon port, elles logeront dans la carcasse de souris pendant près d'1 semaine. Blotties l'une contre l'autre, elles attendent le retour de leurs parents. Ces derniers ont conservé la viande de leur hôte en remplaçant les bactéries de putréfaction par des levures contenues dans leur intestin. Un traitement qui empêche le pourrissement et ses dérivés toxiques. Les nécrophores sont des parents attentifs. Ils nourrissent et protègent leur couvée jusqu'à la nymphose. Pour réclamer à manger, les larves caressent les mandibules de leur mère avec leurs petites pattes et en sont récompensées avec de la chair de souris prédigérée. C'est un peu comme une nichée d'oisillons sans cesse alimentée par ses parents. Les nécrophores font partie des rares insectes à prendre soin de leurs petits. Dans leur stratégie de reproduction, la carcasse de souris joue donc un rôle crucial puisqu'elle fournit à la fois un abri et des réserves de nourriture à leur descendance. À Lille, les recherches de Damien Charabidze servent en priorité à résoudre des affaires criminelles. Leurs résultats complètent les techniques médico-légales traditionnelles qui s'avèrent souvent infructueuses dès le 3e jour après le décès. Une larve de mouche est une véritable broyeuse de viande. Insatiable, elle mange sans même avoir besoin de reprendre son souffle. Elle respire en effet par l'extrémité de son abdomen, ce qui est très pratique quand on est aussi vorace. Les scientifiques mesurent et analysent le moindre détail. Une rigueur qui leur a permis de découvrir comment les mouches optimisent leurs chances de survie et adaptent leur cycle de reproduction aux conditions environnementales. La ponte, par exemple, ne s'arrêtera pas avant que la chair nécrosée ne soit totalement épuisée. L'étude du développement des larves en fonction du milieu et d'autres facteurs extérieurs permet aux chercheurs d'affiner leurs expertises dans le cadre d'instructions criminelles. La présence de ces nécrobies surprend les biologistes. En principe, elles n'apparaissent que plus tard, car elles préfèrent la nourriture sèche. Un mystère de plus pour l'entomologie médico-légale. Les larves de mouches mettent entre 3 jours et demi et 2 semaines à se transformer en nymphes. Plus il fait chaud, plus leur mue est rapide. Si la température ambiante est connue, le stade larvaire permet donc de calculer l'intervalle post-mortem avec précision. La chaleur générée par la masse larvaire elle-même est une autre donnée à prendre en compte. En réalité, la datation du décès dépend des multiples facteurs qui influent sur la décomposition d'un corps. Pour les experts en entomologie forensique, ces images en accéléré s'apparentent à un sablier de la mort. Elles montrent que les larves apparaissent par vagues, ce qui permet de déduire la durée de leur cycle de développement. Les chercheurs recensent aussi les endroits où les larves se sont logées pour la nymphose. Grâce à ce dépistage, la police scientifique pourra cibler ses recherches et aboutir à des conclusions fiables quant à la datation du décès. À Lille, l'expérience sur la carcasse d'un porc est bouclée au bout de quelques semaines. Dans la forêt de Bavière, en revanche, l'observation des dépouilles animales peut durer des mois, jusqu'à leur totale disparition. Car la nature ne gaspille rien. L'étude de la décomposition cadavérique le démontre, la mort et le recyclage de la matière organique sont à l'origine d'une longue chaîne de vie.
Au bout de 5, 10 ou 12 jours, un organisme qui a vécu et respiré s'intègre au sol. Les organes entament une nouvelle vie de bien des façons. Si la charogne n'est pas un sujet d'étude, c'est sans doute pour des raisons philosophiques. Mais quand on commence à l'étudier, on se rend compte à quel point elle est indispensable à l'écosystème. Et c'est ce que l'équipe qui travaille ici cherche à démontrer. Des cadavres, on ne les voit pas, mais justement le fait qu'on ne les voit pas, tous les animaux, à un moment ou à un autre, ils finissent par mourir. Tous les êtres vivants meurent. Et donc ils se transforment en cadavres. Ces cadavres, si on ne les voit pas, c'est parce qu'ils sont recyclés. Ils sont recyclés, entre autres, par les insectes. Ils font partie d'un écosystème, d'un cycle. Quand on ne comprend pas ces processus, on a tendance à les percevoir comme quelque chose de toxique, de désagréable et d'inesthétique, qui inspire dégoût et rejet. Mais quand on y regarde de plus près, force est de constater que ce phénomène enrichit les sols en azote et que les cadavres sont précieux pour l'écosystème, notamment pour certains insectes qui n'existeraient pas sans eux. La Terre offre une quantité limitée de matière et de ressources, d'où naît toute vie, sans exception. Et l'on sait que rien ne vient s'y ajouter. Tout ce qui vit aujourd'hui se compose d'atomes qui un jour faisaient partie d'autre chose. En d'autres termes, la vie n'existerait pas sans la mort. Les chevilles ouvrières de la décomposition mériteraient qu'on les regarde sous un autre angle. Non pas comme une vermine rebutante, mais comme la source ultime de la vie à laquelle chaque être doit son existence.